Donc, Monsieur Chariot, donc vous êtes adjoint aux finances. Comment s'est construit ce budget? Quels sont les éléments qui ont dû être pris en compte? On n'a pas répété, hein? Non, non, on n'a pas répété, on voit que ça n'a pas été préparé. Donc, évidemment, on démarre avec le budget, parce que c'était pas forcément ce qui est le plus intéressant ce soir, et on va plutôt parler des projets. Donc, pour le budget, tel qu'il a été préparé, en fait, il a fallu faire face à la crise sanitaire qui a été couplée à une inflation, à une pénurie des matériaux, donc, ce qui entraîne mécaniquement une augmentation des prix. Donc, aujourd'hui, on a une préoccupation majeure qui va être le prix d'énergie, donc il y a une tendance qui est très nettement à la hausse et qui va pouvoir avoir des conséquences en fait sur les finances de la commune, car on a des équipements qui peuvent être très consommateurs, et on pense particulièrement aux centres aquatiques. Donc une petite info, là j'ai regardé aujourd'hui, pour les connaisseurs, on a le prix spot qui est à 240 € du mégawattheure, contre 60 € du mégawattheure il y a un an. Donc ça veut dire qu'on a 300 € d'augmentation, enfin 300% d'augmentation pour l'électricité sur un an, et le gaz est à peu près sur la même tendance. Donc il va falloir faire avec. On a également eu en fait la prise en compte du transfert de la voirie à Angers-Loire Métropole, donc qui va avoir un impact sur notre budget, car la ville va devoir faire un effort pour rattraper le retard qui avait pu être pris sur la voirie ces dernières années. Donc c'est évident que face à ces éléments, ça nous a incité à de la prudence, mais on a quand même conservé notre objectif de préparer Saint-Barthélemy aux enjeux de demain. Et donc, comme ça a été très bien rappelé dans la petite présentation, les taux d'imposition communaux n'ont pas bougé quand même depuis 12 ans, donc ce qui est assez remarquable. Alors merci. Alors juste pour savoir, on a chronométré en fait chaque question et Monsieur Chariot a déjà dépassé son temps, donc j'ai écrit 3 fois rien. J'ai pas donné de chiffres et on va essayer de rattraper. Donc Madame Bertrand, une question pour vous. Donc vous êtes adjointe aux ressources humaines. Donc quel a été l'impact de la Covid sur l'organisation des services? Les services ont été très réactifs dès le début de la crise sanitaire. Ils se sont adaptés aux protocoles et aux situations en fait, en permanence, puisque comme vous le savez sûrement, les protocoles ont régulièrement changé. Tout ça dans le but de protéger la santé des usagers et des agents, tout en conservant la continuité des services publics. Les services ont fait face à de nombreuses importantes situations d'absence, notamment par rapport aux agents qui étaient covidés, aux personnes qui étaient cas contact et aux personnes qui bénéficiaient des autorisations d'absence pour les gardes d'enfants. La gestion, alors autant dire oui que la gestion des plannings a été complètement bouleversée et multipliée, et néanmoins, les services se sont toujours adaptés au quotidien. Pour répondre aux divers protocoles, l'occupation des espaces a aussi été réfléchie différemment. Le télétravail, bien qu'il a été initié bien avant la crise Covid, a été plus généralement, plus généralisé en tout cas sur les autres services, tout comme les visioconférences. Des services ont malheureusement été contraints de fermer. Pour autant, certains agents de ces services ont été redéployés. Ça a été le cas notamment avec les agents du THV qui ont été redéployés, qui se sont investis au cœur du village Pierre Rabhi. Ça a été le cas aussi pour certains agents de la Baleine Bleue au niveau de la piscine qui ont été redéployés au niveau des temps d'activité périscolaire. Quant au guichet unique, il est resté ouvert pendant toute la crise sanitaire, du coup répondant aux besoins des habitants. Maintenant, une question à Monsieur Lefebvre, donc, qui est adjoint à l'aménagement au territoire et à l'écologie. Monsieur Lefebvre, la voirie devient une compétence de la communauté urbaine. Quelle est l'incidence sur le personnel et sur le service aux usagers? La voirie n'est pas devenue compétence d'Angers-Loire Métropole dernièrement. En prenant le statut de communauté urbaine le 1er janvier 2016, Angers-Loire Métropole a, de par la loi, pris la compétence voirie dès cette date. Cela fait donc déjà 6 ans que la compétence est à ALM. Néanmoins, le choix a été fait en 2016 de ne pas réaliser un vrai transfert. Vers 2020, l'État a demandé de procéder néanmoins au transfert effectif. Angers-Loire Métropole a donc engagé des démarches pour se structurer et assumer effectivement cette mission avec des agents en propre à l'agglomération.
Et bien entendu, pour constituer ces équipes, ALM a fait appel en premier lieu aux agents des services des diverses communes. Sur des communes de petite taille, mais cela est aussi le cas pour Saint-Barthélemy d'Anjou, les agents ne font pas des activités spécifiques. Aussi, nous n'avions pas d'agents dédiés à 100% à l'activité voirie. Néanmoins, un agent a décidé d'opter pour être transféré à Angers-Loire Métropole, et le départ des tâches voirie et de cet agent implique donc de retravailler aujourd'hui l'organisation au niveau des services techniques. C'est la raison du vote, au budget de cette année notamment, d'une étude sur l'organisation de ce service. D'ailleurs, je parle de départ des tâches voirie, mais ce n'est pas aussi simple que cela. Le transfert ne concerne que ce qui est réellement la voirie. J'entends par là que les chemins dans les parcs de la commune, les chemins non revêtus en campagne, restent au niveau de la commune et n'ont pas été transférés en Angers-Loire Métropole. De même, l'entretien des fossés, à contrario, l'entretien des fossés en campagne est à ALM, mais pour que chaque commune puisse adapter son niveau d'entretien des espaces verts dans le milieu urbain et à ses goûts et ses souhaits, ces derniers espaces verts restent à la charge de la commune. Si l'éclairage public est chez ALM, les éclairages des stades, des parcs et des complexes sportifs restent, eux, municipaux. Donc il y a quand même des tâches transférées à ALM, mais beaucoup de choses qui restent à la commune. L'étude va permettre de voir un petit peu comment s'organiser pour répondre à cette diversité qui s'est installée. Au niveau ALM, la nouvelle organisation qui se met en place se concrétise par la création de divers services qui dépendent de la direction de la voirie communautaire et espaces publics. Le territoire communautaire a été divisé en 4 secteurs et la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou dépend désormais du secteur qu'ils ont appelé le secteur 4 et qui comprend les communes du nord-est d'Angers-Loire Métropole que sont donc Saint-Barthélemy, Verrières-en-Anjou, Le Plessis-Gramoire, Écouflant, Briolet et Rive-du-Loir en Anjou. Vis-à-vis du service aux usagers, c'était la question de base. Si la commune n'est plus celle qui fait, elle reste néanmoins la porte d'entrée des demandes. Nous, élus, restons donc les principaux interlocuteurs pour entendre vos besoins. Bien entendu, cela se met en place actuellement. Il y a donc en ce début d'année quelques problématiques de délai, des demandes qui mettent du temps à être traitées. Mais Angers-Loire Métropole et les communes travaillent en commun pour que le service rendu soit le plus rapidement identique à ce qui était avant le transfert. Monsieur Chariot, quels sont vos leviers pour diminuer les tâches administratives ? Donc, au niveau du service finance, on a identifié plusieurs leviers qui vont être mis en œuvre. Donc, alors, c'est vrai que j'utilise des mots ce soir qui ne sont pas forcément super. Et la dématérialisation de la chaîne comptable. Donc, ça veut dire que ça va de la facture au mandatement. Donc, le mandatement, c'est le moment où on paye les entreprises pour les travaux qu'elles ont pu effectuer pour la commune. Et donc, en passant par la validation du service fait. Et également, on va mettre en œuvre une solution informatique qui devrait nous permettre de disposer d'outils d'aide à la décision, donc pour un meilleur pilotage du budget. Donc en ça, on a plusieurs objectifs qui sont poursuivis, c'est réduire les tâches qui sont chronophages, se concentrer sur les missions d'analyse et de prospective, et également réduire la consommation de papier. Parfait. Madame Bertrand, comment les agents sont-ils préparés, et on aurait dû vous mettre à côté en fait, comment les agents sont-ils préparés pour aborder les nouveaux enjeux liés au développement durable ? Le service public ne peut être rendu que par des humains. Si on développe des projets et des idées, il faut bien sûr que derrière, il y ait des services compétents et nous sommes sans arrêt à la recherche du meilleur pour le meilleur du service public. En rapport avec le développement durable et l'écologie, l'éco-pâturage a tout son intérêt, mais cela demande bien sûr aux ressources humaines l'acquisition de compétences nouvelles. Vous m'entendez bien ? Oui. C'est la raison pour laquelle les agents des espaces verts ont suivi différentes formations, donc notamment pour l'éco-pâturage, mais aussi pour le zéro phyto, ou encore la gestion différenciée. Après, en termes de formation, ils ont eu aussi des formations sur les soins vétérinaires ou la construction d'abris et les entretiens. Les agents travaillent quotidiennement pour la préservation de la nature. Après, il est important de dire que qu'ils se sont adaptés aux impératifs et ça a forcément changé complètement leur façon de travailler. Le volet du gaspillage alimentaire a été abordé, notamment au secteur enfance, dans le cadre des temps d'activité périscolaire et par le biais des animateurs.
Afin de favoriser les déplacements doux, une formation vélo a été proposée aux agents et une indemnité kilométrique est versée à ceux qui utilisent régulièrement ce mode de déplacement. Et enfin, les agents de la collectivité, bien sûr, sont conscients des enjeux du développement durable. Qu'ils soient exposés ou dans l'ombre, ils œuvrent chaque jour au maintien d'un cadre de vie agréable. Nous avons eu l'occasion de voir beaucoup de changements sur nos lampadaires. Alors, première question, est-ce fini? Et qu'attendez-vous de ces changements? Au niveau d'Angers-Loire Métropole, vous avez probablement entendu parler du territoire intelligent. Et Angers-Loire Métropole a décidé de mettre quelques 120 millions d'euros sur 10 ans sur cette thématique. Ce contrat de territoire intelligent a été confié au groupement piloté par Engie Solutions, qui s'est associé à Suez, La Poste et au groupe Vive. Et parmi les axes du contrat, donc figure, comme vous le disiez, Monsieur Vicente, un axe qui est l'éclairage public. L'objet du contrat est d'entretenir le parc d'éclairage communautaire tout en travaillant sur l'aspect écologique, dans sa partie de réduction des consommations. Cela passe donc par le changement des anciens parcs en lampes fluo compactes, qu'on avait notamment en majorité sur la commune, par des éclairages LED. Devant l'ampleur du travail et de l'investissement tant humain que financier, le choix a été fait de travailler commune par commune. Mais pour que les dernières communes n'attendent pas des années avant de voir leur parc transformé, chaque commune n'est traitée qu'à hauteur de 60 à 70% de son parc dans un premier temps. Le solde sera fait une fois que les 29 communes auront eu la première phase de passé. Donc pour Saint-Barthélemy-d'Anjou, cette première phase est quasi achevée aujourd'hui. Donc ce sont déjà 449 candélabres, 1263 lanternes qui ont été remplacées, 45 armoires d'éclairage télégérées qui ont été renouvelées, 20 télégestions de points lumineux, des capteurs de présence, notamment au Parc de l'Europe, et quelques centaines de mètres de câbles qui ont été renouvelés. Avant travaux, la puissance nécessaire pour alimenter ce parc renouvelé était de 228 kW. Moi aussi, Monsieur Chariot, j'ai mes chiffres. Aujourd'hui, elle n'est plus que de 72 kW. On a donc gagné quasiment 74% de réduction de la puissance pour un gain financier qui est estimé à hauteur de 50 000 €. Sachant que ce n'est pas forcément l'aspect financier qui est recherché prioritairement dans cette action. La première phase n'est toutefois pas tout à fait achevée, comme je l'ai dit, on est à 60-70% du parc, il reste... la première phase n'est pas achevée, cette première phase de 60 à 70% n'est pas encore achevée, puisqu'il reste le secteur centre, donc autour de la place Salvador Allende, de l'église, de la mairie, où il y a encore 132 points lumineux supplémentaires qui vont être remplacés pour achever cette phase. Ces changements vont dans le sens de l'économie, mais aussi du bien-être de la faune nocturne. Et soyons francs, tout n'est pas parfait. Nous avons eu des remontées de certains riverains et administrés qui se plaignent de la luminosité qui ne serait pas assez forte. Cela reste toutefois très ponctuel et s'explique par deux choses. Tout d'abord, certaines zones étaient, avant travaux, suréquipées en termes de puissance d'éclairage. Là, on va intervenir sur la place Salvador Allende, donc le parking de Super U pour parler plus clairement, où on est en surqualité actuellement, donc on va essayer d'aller un petit peu au-delà de ce qu'Angers-Loire Métropole a proposé comme objectif, mais néanmoins, effectivement, il va y avoir un sentiment, un ressenti qui va être nettement différent et un peu moindre quand on va renouveler le parc d'éclairage en septembre-octobre de cette année. Ensuite, l'éclairage LED éclaire différemment. Le code lumineux est fait pour que le sol et les obstacles soient effectivement bien visibles et l'objet n'est plus d'éclairer jusqu'aux portes des maisons. Donc à noter enfin qu'en fin de travaux, une société passe pour s'assurer que les niveaux lumineux, donc effectivement ce qui est réellement mis en place, correspondent aux attendus qui sont demandés dans le contrat qui est passé avec Angers-Loire Métropole. Donc il y a probablement un sentiment, mais derrière, concrètement et techniquement, on vérifie malgré tout que la luminosité est suffisamment importante pour arriver au niveau de sécurité qui est attendu depuis des années d'un éclairage public. Merci en tout cas. Donc on vient de finir l'acte 1, donc on va passer maintenant à l'acte 2, l'art de vivre.